Des commentaires francs et directs pour mettre en lumière l'actualité du jour. Au 98.5 Montréal, voici Lagacé le matin avec Patrick Lagacé. Décide du salaire ou de la rémunération de ces gens-là, le gouvernement n'a rien à dire. Est-ce que c'est normal pour les Québécois d'attendre autant pour un médecin de famille? Ces fédérations-là, ils ont beaucoup d'argent. Des fois, je trouve qu'ils jouent l'horloge ou ils jouent le calendrier. Quand je couvrais le procès de Frédéric Silva, il a approché 200 avocats, il n'en trouvait pas. Moi, je me suis levé dans la salle d'audience, je vais écrire un article, ça pourrait peut-être aider M. Silva à se trouver un avocat. Pour moi, c'était hautement d'intérêt public. Voici Patrick Lagacé. 6h04, lundi le 2 décembre 2024. Merci d'être là. On commence avec une météo avant le tour d'horizon de l'actualité. D'abord, on signale de la neige au sol par endroits. Quand je suis sorti là, ce matin vers 3h40, il y avait un petit frimas au sol, mais on me dit qu'en banlieue, là, Longueuil notamment, il y a des pas des accumulations, mais quand même, de la neige. Il faut dire qu'il fait froid. Alternance soleil et nuages. Aujourd'hui, des nuages cet après-midi. Maximum de -1 avec le refroidissement éolien. On va atteindre -12 aujourd'hui. Et cette nuit, nuages, 40 de probabilité de neige, minimum de -4, refroidissement, -9. Demain mardi, alternance soleil et nuages, maximum de -3. Aperçu pour mercredi, neige, maximum -1. Actuellement, sur la grande région de Montréal, -4, mais avec le facteur vent, -9 degrés. Je commence avec Santé Québec. Santé Québec est officiellement maintenant l'employeur unique au Québec en santé. L'agence qui va être dans les opérations, comme a dit Christian Dubé. Donc, la planification, ça se fera au ministère de la Santé et les opérations, ça va se faire du côté de cette nouvelle agence qui est dirigée par cette Top Gun, Mme Biron, Geneviève Biron, qui nous arrive du privé. Et là, écoutez, il y a des communications qui sont faites du côté de Santé Québec. Là. On y va avec les déclarations habituelles, évidemment. On veut améliorer le réseau. On veut travailler avec les artisans qui sont dans le réseau. On est là pour les Québécois, etc., etc. On parle d'avoir une vision transversale qui offre la possibilité d'optimiser le réseau dans son ensemble. On verra c'est quoi la vision transversale. Je vous dis, je n'avais pas entendu le mot transversal dans des communications gouvernementales depuis les fameuses réformes en éducation, quand on nous parlait de compétences transversales. Les syndicats, déjà, sont sceptiques. Les syndicats qui ont lancé une campagne de publicité là, pour dire que, écoutez, on voit déjà des problèmes en santé avec une des premières choses que Santé Québec a dû faire, c'est gérer des coupes de 1,5 milliard de dollars. Donc, je l'ai dit quand Mme Biron est venue à ce micro, pas vraiment la meilleure façon de commencer une entrée en matière quand on vous dit, Mme Biron, il va falloir que vous coupiez 1,5 milliard de dollars. Mais c'est le choix que Québec a fait en ces temps d'austérité légère. Écoutez, je pense qu'il faut donner la chance au coureur, à la coureuse, mais on a quand même le droit d'être sceptique et peut-être même cynique face à une nouvelle réforme du système de santé. C'est pas la première réforme. De mon vivant, je pense qu'on est rendu à la 3e majeure. M. Rochon, Bolduc, M. Barrette ont tous essayé et ont tous échoué, en quelque sorte. Et quand je dis échoué, parfois, ça n'a pas changé grand-chose. Parfois, ça a aggravé les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne voit pas d'amélioration non plus depuis l'arrivée de la CAQ. M. Dubé est éloquent, M. Dubé est enthousiaste, dynamique. Il fait des réformes qui vont peut-être porter leurs fruits. Et Santé Québec, c'est une de ces réformes. Mais quand même, je sais qu'il y a beaucoup d'appels là, à ne pas être cynique. J'essaie de ne pas l'être. Mais quand on regarde la difficulté à accéder au système, les listes d'attente en chirurgie, avoir un médecin de famille, voir un médecin de famille quand on a un médecin de famille, voir un médecin de famille quand on n'a pas de médecin de famille, voir un spécialiste. Si vous êtes sur une liste d'attente pour une chirurgie, non seulement c'est long, mais essayez d'avoir une mise à jour, savoir dans combien de temps vous allez l'avoir, c'est long.
C'est vrai sous les caquistes, c'était vrai sous les libéraux, ça a été vrai sous les péquistes. Meilleure des chances à Mme Biron et aux gens de Santé Québec. Je ne doute pas de la bonne foi, mais on a quand même le droit de, disons, gérer nos attentes. Je vous parlais de ce 1,5 milliard là, qui a été amputé, qui doit être amputé, qui est demandé par Santé Québec au CIS et au CIUS un peu partout au Québec. On nous assure du côté de la région de Québec, de la capitale nationale, que l'histoire que je veux vous raconter, qui est dans Le Soleil d'aujourd'hui, dans le journal Le Soleil, ça n'a pas rapport avec les compressions, on me permettra d'en douter. Il y a dans l'unité psychiatrique du CHUL, le centre hospitalier de l'Université Laval, un agent de sécurité. Et c'est nécessaire parce que dans l'unité psychiatrique, il y a des patients qui parfois se désorganisent et ce sont les infirmières et quelques agents d'intervention qui sont là pour gérer ces cas-là. Et quand je dis qu'ils se désorganisent, c'est qu'ils deviennent violents parfois. Il y avait un gardien de sécurité, semble-t-il que ça aidait beaucoup dans les interventions. Le gardien de sécurité va s'en aller. Il aurait été là 1 an et il s'en va. Ça fonctionnait, les infirmières étaient contentes, tout le monde se sentait plus en sécurité. Semble-t-il que ça fait un effet apaisant sur les patients. On va l'enlever. C'est le genre de décision médiatisée à laquelle Mme Biron va devoir s'habituer. Parce que là, maintenant, évidemment, elle n'est pas ministre, Mme Biron. Mais quand il y aura des pépins comme ça, grands et petits, médiatisés, c'est elle qui va devoir répondre. Elle est venue ici en entrevue, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Monsieur Dubé, répond aux demandes d'entrevue, allez-vous faire de même? » Elle promet que oui. Toujours en santé, il y a ces négociations entre Québec et les 2 grandes fédérations de médecins. La Fédération des médecins omnipraticiens, les médecins de famille, si on veut, les généralistes, et les médecins spécialistes, la FMSQ. Le ton était courtois, je dois dire, entre Dr Vincent Oliva et Christian Dubé pendant des semaines et des mois, mais là, ces derniers jours, disons que c'est en train de prendre le champ, la tournure des négociations. Vous avez entendu tantôt, là, au début du tour d'horizon, M. Dubé qui se plaint de la façon dont les enveloppes de rémunération sont allouées. Québec donne 5 milliards, grosso modo, aux médecins spécialistes, et là, ça, c'est depuis la nuit des temps, ou presque. Les médecins spécialistes, il y a différentes associations, on se divise les enveloppes de rémunération. M. Dubé trouve qu'il y a certains corps de métier qui sont peut-être trop payés pour ce qu'ils font, d'autres qui sont peut-être moins payés pour ce qu'ils font. Et s'ils étaient mieux payés, peut-être qu'ils en feraient plus. Toujours est-il que c'est une prérogative des médecins spécialistes de séparer comme ça les enveloppes. Et M. Dubé aimerait avoir son mot à dire sur, il a mentionné la proportion de 40 % des enveloppes. M. Oliva n'a pas aimé ça. Dr Oliva, là, qui est le président de la FMSQ, n'a pas aimé ça du tout. Il parle quasiment d'un bris du lien de confiance avec Christian Dubé. Et il a envoyé vendredi dernier une publication sur ses réseaux sociaux assez baveuse, ma foi. On n'a pas le temps de répondre aux propos du ministre de la Santé. On a plus important à faire. Et là, vous voyez 2 médecins dans une salle d'opération, masqués, en train de s'occuper d'un patient. Un de ces médecins est Dr Vincent Oliva, le président de la FMSQ. Donc, je ne veux pas dire que rien ne va plus, mais la négociation ne va pas très bien. Et on sait, la négociation aussi avec les médecins omnipraticiens, les médecins de famille, ne va pas très bien non plus. Dr Oliva de la FMSQ va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Coup d'éclat. Vendredi dernier, on le sait, Donald Trump a menacé le Canada et le Mexique de tarifs douaniers de 25 % dès son entrée en poste le 20 janvier prochain. Il n'y a pas beaucoup d'analystes, d'experts qui pensent que M. Trump va mettre sa menace à exécution. Pourquoi? Pas par amour du Canada et du Mexique, mais parce que il y aurait un effet à peu près immédiat sur le coût de la vie aux États-Unis. On exporte au Canada du pétrole, de l'aluminium, de la nourriture, etc. Le Mexique, beaucoup de nourriture. Ce serait imposer une surtaxe qui serait fatalement avalée par les Américains. Donc, il y a un consensus chez les experts, ça n'arrivera pas. Est-ce que ça pourrait être moindre? Est-ce que ça pourrait prendre une autre forme, peut-être plus ciblée? Ça reste à voir. Et M. Trump qui veut se donner une position de force pour négocier avec les Mexicains, avec les Canadiens. On sait aussi, la relation entre M. Trump à la fin de son mandat avec M. Trudeau n'était pas très bonne. Il n'aimait pas M. Trudeau, il l'a dit publiquement. Il l'a même dit publiquement depuis
les 4 ans d'intermède là, entre sa défaite et sa victoire. Sauf que là, M. Trudeau est apparu à Mar-a-Lago, le domaine de M. Trump, en Floride, vendredi, pour un souper. Il était là avec sa chef de cabinet, son ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, pour répondre aux questions de M. Trump. C'est un cadre festif, vous avez peut-être vu la photo. Je dois dire, et c'est partagé là, par des analystes au Canada, c'est un bon coup de M. Trudeau. Pensons ce qu'on veut de M. Trudeau, et je comprends qu'il n'est pas très populaire quand on regarde les sondages, mais que le premier ministre du Canada puisse au moins être invité chez le président, le futur président américain, qu'il puisse avoir une discussion sur les préoccupations des Américains, qu'elles soient légitimes, qu'elles soient gonflées aux stéroïdes ou pas, mais qu'ils puissent se parler, c'est une bonne chose. Il est en fin de mandat, M. Trudeau. Est-ce qu'il va gagner? Pas grand chance, mais pour l'instant, il est premier ministre et ce qu'on souhaite, ce qu'on se souhaite tous, c'est qu'il y ait une sorte d'accalmie sur ce front-là, que les Américains soient rassurés et qui ne sabotent pas, ne bousillent pas notre économie. Donc ça, c'est important. Il était là. Dominique Leblanc, le ministre de la Sécurité publique du Canada, va être avec nous un peu plus tard à l'émission. On va lui poser des questions, évidemment, sur les attentes des Américains, sur ce que les Canadiens peuvent faire aussi. Il est question de sécuriser la frontière parce que, semble-t-il que les Américains ont de grandes préoccupations par rapport à ce qui transite par la frontière canadienne vers les États-Unis, du fentanyl, de la drogue, etc. Il n'y en a pas tant que ça, semble-t-il. En termes de saisie, là, c'est beaucoup le Mexique qui est un plus gros contrevenant, qui est un plus gros problème à la frontière sud. On n'est pas un très gros problème. Et si vous pensez que 25 % c'est immense comme tarif douanier, sachez que M. Trump a menacé les pays de ce qu'on appelle le BRIC, là, le Brésil, la Russie, l'Inde, etc., là, la Chine, de tarifs douaniers de 100 % s'il s'avise d'essayer de s'éloigner du dollar comme mesure étalon pour le commerce international. Et toujours sur la question des tarifs, mon collègue et ami Yves Boisvert, qui est en reportage aux États-Unis là, depuis maintenant 1 an, est allé sonder le cœur des Américains dans la région de Détroit, là où on fabrique beaucoup d'automobiles. Et évidemment, des automobiles qui dépendent de composantes canadiennes en partie. Ça donne un reportage à hauteur d'homme absolument fascinant. Allez voir ça. Vous pensez quoi des tarifs de Donald Trump? C'est le titre de la chronique de Yves Boisvert qui est au Michigan. Vraiment, vraiment intéressant. Et toujours sur la question des enjeux américains, Joe Biden a accordé la grâce présidentielle à son fils Hunter Biden, qui a été plombé par plusieurs problèmes avec la justice américaine. Et M. Biden avait promis de ne jamais faire ça. Il a décidé de le faire. Et évidemment, il y a des gens qui vont le lui remettre sur le nez. M. Biden dit, écoutez, si Hunter n'avait pas été mon fils, jamais il aurait été poursuivi comme ça, inquiété comme ça, traduit devant les tribunaux. Il y a des gens qui refont la chronologie et qui disent, pas tout à fait vrai, là, il aurait été inquiété de toute façon, mais c'est vrai que les républicains, politiquement, ont utilisé Hunter Biden comme une sorte de marteau pour frapper sur Joe Biden. Un mot sur les pardons présidentiels en général. C'est rarement élégant quand les présidents, comme ça, à la fin de leur mandat, choisissent de gracier des individus. Parfois, c'est noble. Il y a des cas où il y a eu de réels enjeux d'acharnement judiciaire, d'enquête policière bâclée, par exemple. Ça s'est vu. Mais je me souviens de Bill Clinton qui, à la dernière minute, ou presque, a gracié des criminels qui n'auraient jamais mérité d'être graciés. Son demi-frère aussi. Et là, vous avez Joe Biden qui gracie son fils Hunter. Ça regarde mal à chaque fois que les présidents font ça. Donald Trump, le fait avec des gens qui auraient normalement pas mérité des pardons, où il n'y avait pas de circonstances atténuantes. Par exemple, le père de son beau-fils, Jared Kushner, a bénéficié d'un pardon pour... Écoutez, c'est une histoire absolument rocambolesque où le père Kushner s'était rendu coupable de gestes dans le cadre du divorce de sa sœur. Il avait fait chanter son ancien beau-frère, une affaire épouvantable. Non seulement Trump l'a gracié, mais il vient de le nommer aussi ambassadeur des États-Unis en France. Vous avez entendu tantôt, dans le début du tour d'horizon de l'actualité, Daniel Renaud. Daniel Renaud est un journaliste de la presse, vous l'entendez à cette antenne. On fait souvent intervenir Daniel pour parler de ce qu'il connaît, de ce qui est son expertise, le crime organisé, le
crime organisé, le crime désorganisé. Il a écrit des livres sur la mafia et c'est un reporter, d'abord je dirais exemplaire, c'est un reporter qui se base sur les faits. Il n'est pas dans l'opinion, c'est pas un journaliste flamboyant. Et vendredi, à la stupéfaction générale, la presse a publié cette nouvelle. Frédéric Silva, qui est un ancien tueur à gages, un haut placé de la mafia sicilienne à Montréal, a mis un contrat sur la tête de Daniel Renault parce qu'il était tanné de sa couverture de son procès pour meurtre. Donc, il était en prison. Il a passé un contrat de 100 000 $ pour faire tuer un journaliste, Daniel Renault. On le sait, le contrat finit par être retiré maintenant et Daniel n'a pas été la cible d'un attentat, fort heureusement. Daniel va être avec nous un peu plus tard. Il était à Tout le monde en parle hier. On va le recevoir à 7h25, mais aujourd'hui, dans la presse, je l'explique dans une chronique. Je trouve que la réponse à Ottawa et à Québec à cette affaire-là est assez molle. Molle, pourquoi? Quand vous vous attaquez à des journalistes, vous vous attaquez à... Et là, je vais être grandiloquent, là, je l'assume, là, à une sorte de fondement de la démocratie. La liberté de presse, c'est un fondement de la démocratie. Le pouvoir politique, c'en est un autre. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Quand les bandits s'attaquent à des juges, à des procureurs de la couronne, à des politiciens, ils s'attaquent à une sorte de représentation de l'État. C'est un peu la même chose avec les journalistes. Et si Daniel avait été tué, il y aurait eu une réponse très, très forte. Je trouve que jusqu'à maintenant, la réponse du côté des élus à Ottawa et à Québec a été assez molle. Merci pour les belles paroles sur l'importance du journalisme et de la liberté de presse. Formidable. Maintenant, les gestes concrets, quels sont-ils? Il n'y en a pas eu. Et je pense qu'avec le crime organisé, ça prend des gestes concrets, ça prend des réponses fortes, brutales à des gens qui ne comprennent qu'un langage, la force. Et présentement, parce qu'il n'y a pas eu d'actes qui ont joint les paroles des politiciens à Québec et à Ottawa, le signal qu'on envoie aux bandits, qu'ils soient en prison ou qu'ils soient hors de la prison, c'est il n'y a pas de problème. Vous avez l'impunité si vous choisissez de faire ça, encore une fois. Parlant d'impunité, tout autre type d'impunité, texte fascinant dans la presse, un rapport d'inspection gênant, dissimulé. C'est l'histoire d'une maison qui était à vendre. Et il y a 2 courtiers immobiliers, dont l'ex-gagnant d'Occupation Double, Jimmy Lévesque, là, qui ont occulté un rapport d'inspection défavorable qui constatait des accumulations d'eau au sous-sol d'une maison qu'ils vendent. C'est une pratique répandue, semble-t-il. Et c'est Tristan Péloquin qui a plongé là-dedans. Et vous irez voir, vous voulez acheter une maison, il y a eu un rapport d'inspection qui dit qu'il y a eu dégâts d'eau. C'est quelque chose que vous voulez savoir comme acheteur potentiel. Mais oups, on ne vous le dira pas. On va tasser le rapport d'inspection. Il n'y a pas de fichier centralisé pour savoir si une maison a été inspectée et si oui, quel était le résultat de l'inspection. Et on sait que, ça aussi c'est sorti dans la presse, là, sous la plume d'Isabelle Dubé, dans la dernière année et demie, il y a des courtiers immobiliers qui se livrent à un autre type de crosse. Quelle est cette crosse? Bien, c'est de solliciter de fausses offres d'achat pour faire monter les enchères. Tout ça est secret. Il n'y a pas moyen de savoir si... si vous avez acheté une maison ou un condo, vous le savez, là, on vous dit, hey, écoute, il va falloir peser un peu plus fort sur le crayon, il va falloir que tu mettes une couple de 1000 de plus ou plusieurs milliers de dollars de plus parce qu'on a une autre offre. C'est quoi l'offre? Qui l'a faite? Ah, ça, c'est secret. Ça, c'est une autre crosse. Je veux juste dire aux courtiers immobiliers, il y a quelque chose de pourri dans votre domaine. Et là, je le sais, il y a des courtiers qui vont me dire, on n'est pas tous comme ça. Je le sais. Je connais des courtiers immobiliers, des courtières immobilières, des gens honnêtes, du bon monde, je le sais. Mais il va falloir que vous vous auto-réglementiez de façon un peu plus serrée. Parce que là, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une nouvelle crosse. Si vous ne voulez pas perdre la confiance des gens, agissez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je veux juste rappeler, là, il y a des courtiers pour qui c'est une game, là, semble-t-il. Là. T'en fais 1 par semaine, t'en fais 2 par semaine. C'est une maison comme une autre. Mais pour les gens individuellement qui achètent et qui vendent, c'est une maison, un condo, un plex. C'est la plus grosse partie de ton actif, de ton patrimoine. Arrêtez de niaiser avec ça. Donc, c'est à lire dans la presse sous la plume de Tristan Péloquin, un texte vraiment intéressant. J'attire votre attention aussi sur un autre texte dans la presse, Culture du silence à Laval. C'est sur les centres jeunesse et toutes ces allégations d'inconduite sexuelle, d'inconduite de toutes sortes, là,
d'intervenants et d'intervenantes envers des jeunes. Il y a un rapport qui a été commandé par le CIS Laval, qui n'avait jamais été publié. La presse l'a obtenu. Caroline Touzin et Katia Gagnon qui nous en parlent. C'est assez intéressant de voir comment il y a des responsabilités partagées entre les patrons et les syndicats. Les patrons qui ne veulent pas agir avec, disons, beaucoup d'emphase, souvent, et les syndicats qui vont, encore une fois, je l'ai souvent dénoncé dans le milieu de l'éducation et ailleurs, qui vont défendre les plus pourris. Des gestes qui sont indéfendables, bien, le syndicat va aller au bâton, assurez-vous-en, là, avec toute la force possible pour avoir la plus petite sanction possible. Et les auteurs du rapport là, qui est exposé par la presse disent que les intervenants eux-mêmes des syndiqués sont mal à l'aise de voir leur syndicat défendre des gens comme ça qui sont, somme toute, indéfendables. Voici Patrick Lagacé. Vendredi dernier, le Québec s'est réveillé avec une nouvelle assommante. Daniel Renaud, journaliste spécialisé aux affaires policières dans la couverture du crime organisé à la presse, qui a été l'objet d'un contrat mis sur sa tête par Frédéric Silva. C'est un haut placé de la mafia sicilienne, tueur à gages. Il n'était pas content, M. Silva, que Daniel Renaud couvre son procès pour meurtre. Daniel n'a pas parlé la semaine passée. On l'a vu, à Tout le monde en parle. Hier, il est en studio aujourd'hui. Salut, Daniel. Oui, bonjour. Daniel, d'abord, tu le savais déjà. Tu le savais, tu l'avais appris de La Sûreté du Québec. De sources policières. Comment ça se passe, cette conversation-là? Comment on avise quelqu'un qu'il a déjà eu un contrat sur sa tête? Bon, Frédéric Silva a commencé à collaborer avec la police en juin 2022. Et moi, le 6 ou le 7 septembre 2022, deux officiers de haut rang de la Sûreté du Québec m'ont convoqué à leur bureau au quartier général de la SQ sur Parthenay et je ne savais pas de quoi il était question. Et je suis entré dans un local, on s'est assis et là, on m'a annoncé que j'avais eu un contrat sur ma tête de la part de Frédéric Silva. À ce moment-là, je ne me souviens plus si on m'a dit le montant ou pas, mais peu importe. Et que la menace maintenant était écartée, que de lui-même, il avait décidé, après X nombre de semaines, après 2 mois, de retirer le contrat. Mais c'est certain, Patrick, que j'ai avalé de travers. Quand on a une nouvelle comme celle-là, ça a été une tonne de briques. Immédiatement, je suis retourné au bureau, j'ai avisé mes patrons, mais durant longtemps, nous n'avons été qu'un cercle restreint de personnes à la presse au courant de ce contrat-là. Quand on t'annonce ça, est-ce qu'on te dit immédiatement ce qui déplaisait à Frédéric Silva? Je me souviens plus exactement, mais j'ai compris que le contrat avait été passé au moment où il subissait son procès pour 3 meurtres et une tentative de meurtre. Procès qui a eu lieu à l'automne 2021 et que j'étais le seul, sinon à peu près le seul à couvrir. Et Pat, à une certaine époque, on aurait été 10 journalistes à couvrir un procès comme celui-là. Mais là, j'étais seul. Je rapportais ce qui était dit en salle d'audience. La preuve contre Silva était très forte, d'ailleurs tellement forte que lui-même, en plein procès, a décidé d'admettre la preuve, la jugeant probante. Il n'a pas plaidé coupable pour garder ses droits d'appel, mais lui-même a dit que la preuve était probante contre lui. Mais, exemple, sur un des lieux d'un des meurtres, il avait laissé un billet de métro avec son empreinte digitale dessus, un tissu de vêtement avec son ADN dessus. Donc, c'est visiblement ce que j'ai compris, ça qui le titillait. Et peut-être le fait que dans le passé aussi, j'avais déjà écrit des articles sur lui parce que, rappelle-toi, il était un des 10 criminels les plus recherchés au Canada quand même. Et c'est probablement tout ça qui a fait en sorte qu'il a fini par mettre un contrat sur ma tête. Mais ça a dû t'étonner de constater que Frédéric Silva a mis un contrat sur ta tête, Daniel, parce que tu rapportais des faits publics. Je veux dire que c'est un criminel recherché, c'est sur le site web de la SQ. Raconter ce qui est au procès, c'est à la portée de n'importe quel citoyen qui va assister au procès. C'est pas comme si tu avais publié une enquête avec des révélations qui perturbaient son modèle d'affaires.
Non, ou c'est pas comme si je dévoilais des choses privées sur sa famille, sur sa santé ou autre. Je m'en tiens continuellement au fait, Patrick, parce que c'est la meilleure des protections qu'on puisse pas avoir quand on est journaliste aux affaires policières, de s'en tenir aux faits. Puis j'écoutais Jean-Pierre Charbonneau en fin de semaine en entrevue ici à 98.5 qui disait que c'est pas non plus une panacée. C'est vrai que c'est pas une panacée, mais... Charbonneau qui a lui aussi été visé là, par un attentat en 73. En 73. Mais et quand même, quand tu fais attention, tu t'élimines beaucoup de chances de te retrouver dans une situation comme celle-là. Mais aujourd'hui, le crime organisé a changé. Le crime désorganisé aussi a changé. On en parle depuis des mois, des jeunes individus mineurs qui ont des armes à feu, d'autres personnes qui continuent à donner des contrats à l'intérieur des murs, qui sont condamnés à vie, qui sont en prison ou au pénitencier, qui continuent à donner des contrats parce que des téléphones entrent à plein dans les établissements carcéraux. C'est tout ça aussi 2024. Quand il s'agit de crimes désorganisés, Daniel, là, on sait qu'il y a beaucoup de têtes brûlées. Mais là, ce qui surprend, c'est que Silva est lié à la mafia sicilienne. Oui. Il y a des gens d'expérience, entre guillemets, qui sont dans ces cercles-là. Et ces gens-là ont dit à Silva, après qu'il a présenté son projet de mettre un contrat sur ta tête, « On n'est pas d'accord, mais tu peux y aller. » Moi, c'est un peu ça qui m'a énormément surpris. Oui, parce que Frédéric Silva était plus au niveau de la rue. Il était rendu un lieutenant. Il fréquentait d'autres individus qui jouaient un peu le même rôle que lui, qui défendaient finalement les intérêts de plusieurs groupes criminels, dont la mafia. Et effectivement, c'est que des gens à qui il a parlé de ce projet-là lui disent « On n'est pas vraiment d'accord, mais on va t'appuyer là-dedans ». C'est vraiment symptomatique de ce qui se passe dans le milieu dans les années 2020, parce qu'à chaque fois, finalement, qu'un journaliste a subi un attentat, ou qu'on se retrouvait, ça se passait souvent dans des périodes de désordre social. Ouais. Bien, il y a eu une grosse réaction par la suite, que ce soit par le politique, que ce soit aussi par les différents corps de police. Ce qui m'amène à te parler un peu de ce qui s'est passé vendredi à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, l'émotion, tout ça. Entendre mon nom à répétition, je ne suis pas habitué à ça. Mais j'espère juste que ça ne sera pas des mots creux. Patrick, c'est un peu ta chronique d'ailleurs de ce matin, là. C'est-à-dire qu'il y a des mots, merci pour les mots d'encouragement, mais où sont les gestes concrets? Exact, parce qu'il n'y a pas personne qui, je pense, aujourd'hui est à l'abri de ça. Et là, on parle de mon cas, mais tu le sais aussi que j'ai certains de mes collègues qui ont eu aussi des menaces, même s'ils ne sont pas du tout dans ce créneau-là, même s'ils écrivent sur d'autres sujets. On est vraiment dans une société, d'ailleurs, je pense que tu le dis souvent, qui est malade. Les gens vont pas bien. Non, les gens vont pas bien. C'est plus l'expression que tu utilises souvent. Donc, il faut que des gestes concrets soient pris. Et hier, je l'ai dit, à tout le monde en parle, je pense que l'idée du Parti québécois d'avoir une commission parlementaire ou peut-être une autre tribune pour inviter les corps de police et les autres organismes de défense, de protection de la loi, d'application de la loi, à venir s'exprimer sur le système judiciaire, sur les lois sont-elles assez sévères, les peines sont-elles assez sévères, sur aussi... dans le fond... La gestion des prisons? La gestion des prisons, les téléphones dans les prisons. Et je pense qu'il faut parler, mais pas juste parler. Écoute, quand même, même si tu le savais depuis 2 ans, Daniel, là, ça sort publiquement. Un contrat sur ta tête, 100 000 $, on a voulu t'éliminer. Qu'est-ce que ça a changé que ça sorte publiquement? Bien, et c'est surtout la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va changer? Parce que vendredi, on a quand même eu des belles réactions là, dans les différents parlements. Et je vais te dire, Patrick, moi, idéalement, j'aurais voulu que ça sorte jamais. Pourquoi? Parce que je crains que ça puisse avoir un effet d'entraînement, que ça puisse donner des idées. Qu'il y ait des imitateurs. Oui, en même temps, j'étais très conscient du grand intérêt public d'une nouvelle comme celle-là. On a pesé le pour et le contre. Finalement, bon, j'ai accepté que ça sorte vendredi dernier.
Et puis, j'ai vu toute l'ampleur, là. Je n'avais pas réalisé, mais j'ai vu toute l'ampleur vendredi dernier. Mais il faut qu'il y ait des gestes concrets maintenant qui soient posés. Des gestes concrets pour envoyer un signal aux gens du crime organisé, quoi, qu'il y a des lignes rouges qui ne devraient pas être franchies? Oui, entre autres, oui, mais aussi qu'on règle des problèmes. C'est pas normal que depuis 2007, on parle d'une problématique de téléphone cellulaire qui entre à qui mieux dans les établissements carcéraux et qu'aujourd'hui, en 2024, ça soit toujours pas réglé. Daniel, il y a des incendies criminels, des meurtres qui sont commandés de l'intérieur des murs. Il y a des jeunes criminels qui font des vidéoclips de l'intérieur des murs avec des téléphones. Oui, et puis, ces gens-là qui continuent à donner des contrats de l'intérieur des murs, qui sont déjà, par exemple, condamnés à la prison en perpétuité. C'est quoi qui reste comme levier? Oui, comme levier envers il reste ces ta gens-là. qualité de vie en prison. Parce que est-ce qu'on va retourner les réarrêter, les réaccuser, Mais c'est ce qui se passe les présentement. condamner de nouveau à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans? Ces gens-là n'ont rien à perdre et c'est ce qui me fait peur pour la suite des choses. As-tu peur? Point. Je dirais que non, parce que ça fait 2 ans que je vis avec ça et que j'ai continué à travailler toujours de la même façon. J'ai pas peur, mais je suis d'avis que... Puis j'ai plus d'années derrière moi que j'en ai devant moi. Mais c'est pour ceux qui vont suivre les traces du journalisme en affaires policières. Pour eux, je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Est-ce que ce contrat sur ta tête a, diminué ton envie de continuer à écrire sur ce milieu-là, le milieu du crime organisé? Non. Puis ça n'a pas changé non plus ma façon de faire. On m'a posé la question hier, c'est ce que j'ai répondu. Peut-être que je suis inconscient, peut-être que je n'ai pas assez réfléchi aussi, Pat. Mais pour le moment, je te dirais que non. Mais je veux continuer à travailler de la même façon là, jusqu'à la fin de ma carrière. Est-ce que ça va, par contre, accélérer ma retraite? Je sais pas. À un moment donné, on s'arrête puis on fait un exercice de la colonne des moins puis de la colonne des plus. On verra, mais j'en suis pas là. Dan, tu es un des meilleurs journalistes que je connaisse depuis très longtemps. Merci pour ce que tu fais. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci d'être venu expliquer aux auditeurs comment tu as vécu tout ça. Merci beaucoup. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Il y a ce démantèlement en cours là, présentement qui est très couru, qui est très controversé aussi. Des sans-abri qui logent dans des espaces là, du ministère des Transports et aussi un parc de la Ville de Montréal. Ils n'ont pas d'endroit où aller, ont érigé des tentes, on le sait, ça cause beaucoup de problèmes de vivre ensemble avec les riverains du quartier. Carl Marchand, journaliste pour Cogeco Nouvelles, est sur place. Carl, bonjour. Bonjour, Patrick. Donc, qu'est-ce que tu as vu là, depuis que tu es arrivé sur place? Ben là, c'était tranquille ce matin, Patrick, mais les camions à benne sont sur place là, et les pépines sont en train de charger, de ramasser des débris au parc Morgan. Le terrain qui est au sud du parc, ça appartient à la Ville de Montréal et donc les campeurs qui étaient là doivent se déloger. Mais de l'autre côté de la clôture, c'est un terrain qui appartient au ministère des Transports et ils pourront être ici. C'est un peu particulier parce que dans une distance de 20 pieds, il y en a qui ont le droit d'être là et d'autres pas le droit. Alors, on a commencé le démantèlement ce matin. Et j'étais venu faire un tour hier soir pour voir comment ça se passait, comment on se préparait. Il y en a une première gang qui est au viaduc Frontenac, à peu près sur le bord de Notre-Dame. Quand je suis arrivé là hier, on voulait pas trop me parler. On me disait, qu'est-ce qu'on gagnerait à te parler? Ben, les gens pourraient comprendre votre situation, ils pourraient voir comment vous vivez. Ben, s'ils ne voient pas déjà comment je vis, je vois pas comment leur parler va m'aider. C'est assez simple, mais assez efficace. Sinon, j'ai parlé à France Payant, qui, elle, est installée ici depuis 5 mois. Et qui, elle, disait, ben je veux bien m'en aller, mais je vais aller où? On peut l'entendre. Comme il y a un policier qui est venu la dernière fois quand ils sont venus me dire qu'ils voulaient démanteler par le 21, ils sont venus un policier puis un employé de la ville. Le policier m'a dit, j'ai l'impression qu'ils veulent vous cacher des fois, tu sais. C'est temps de vous pousser plus loin, puis ça serait juste de nous, on ferait... Tu sais, il y a plein de buildings abandonnés partout, là. C'est combien de Sainte-Catherine? C'est quasiment une place sur 2, là. On pourrait faire plein de logements, tu sais, des affaires de même. Puis je me demandais aussi, Patrick, comment on chauffe? C'est artisanal, hein? France l'expliquait. On prend de l'alcool à friction, on met ça dans une canne de conserve, on allume ça le temps de se réchauffer un peu. L'important, c'est de ne pas laisser brûler ça avant qu'on s'endorme, évidemment, parce que ça va être dangereux. Mais ça donne une idée de comment on peut arriver à passer à travers les nuits qui sont de plus en plus froides.
Carl, une des intervenantes disait, tu sais, où on va aller. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens de la ville, est-ce qu'il y a des gens du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont là pour dire aux gens qui n'ont plus de tente ce matin, voici où vous pouvez aller? Ben, comme je te disais, Patrick, c'est que ce qui est particulier, c'est que le ministère des Transports va le tolérer tout l'hiver. Alors, dans un espace de 50 pieds, vous pouvez être à un endroit, mais vous ne pouvez pas être à l'autre. Donc, il y a des intervenants qui sont là. Les dernières personnes sont en train de ramasser leurs effets pendant qu'en même temps, il y a des tractopelles puis les pépines là, qui chargent le reste dans les camions. Donc, oui, il y a de l'accompagnement, mais c'est pas clair où les gens pourront aller. Et puis, je parlais avec Julien Montreuil de l'Anonyme qui disait il y a 1000 personnes qui dorment dans la rue chaque nuit à Montréal. On a ouvert les haltes chaleur dernièrement. Il y a 250 places à peu près dans les haltes chaleur. Donc, nécessairement, on manque de place de toute façon. Et selon lui, ce qu'on voit ce matin, ben, c'est pas un démantèlement humain. On peut l'écouter. On regarde là, comment ça se passe. C'est toujours troublant de voir ça. Des gens qui m'ont déjà parlé de démantèlement humain. Pour moi, ça n'existe pas. Là, démanteler comme ça, là, c'est vraiment troublant. Carl, les gens qui sont déplacés présentement, est-ce qu'ils peuvent aller justement sur l'autre partie du terrain où on peut camper? Est-ce qu'il y a de la place pour eux? Oui, il y en a. Je voudrais qu'il en reste, mais évidemment, là... c'est un peu toujours pas évident de venir s'installer là. Et en terminant, Patrick, une manifestation assez pas trop imposante, mais quand même, dès 6 heures ce matin, il y avait à peu près une centaine de personnes aux alentours du parc Morgan. Et tous les journalistes ici, on a tous déjà couvert des manifestations où il y avait beaucoup moins de monde, disons. Merci, Carl. On va se reparler si nécessaire dans les prochaines minutes. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Carl Marchand sur les lieux du démantèlement de ce campement illégal, oui, mais toléré en certains endroits. Donc, tout ce qui est sur le terrain de la ville, là, près de la rue Notre-Dame, au parc Morgan, est démantelé. Le terrain du ministère des Transports, on tolère les campements jusqu'à la fin de l'hiver 2025. On le sait, il y a une journée hier, c'était l'entrée en fonction de cette nouvelle bébite qui s'appelle Santé Québec, qui devient employeur unique. Parallèlement, il y a des négociations entre le gouvernement du Québec et les deux fédérations de médecins, les médecins omnipraticiens, les médecins de famille, et les médecins spécialistes. Ça va pas très bien dans un cas comme dans l'autre, et ça semble être encore pire dans le cas des médecins spécialistes. Dr Vincent Oliva est le président de la FMSQ. Il est en studio. Dr Oliva, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Ça va pas super bien, vos négos. Vous et M. Dubé, vous étiez en bons termes, je dirais, ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, on dirait que vous n'êtes plus à inviter au même party. Je ne sais pas si je dirais ça. Disons qu'on a toujours été en bons termes. On s'est toujours mis d'accord sur les problèmes du réseau, puis on a toujours travaillé en mode constructif. C'est encore le cas de ma part. J'ai juste été très surpris par ces sorties. Bien, vous avez parlé d'un quasi-bris de confiance avec le ministre. Bien, c'est parce que les propos qu'il a tenus étaient très particuliers. Il a ciblé directement le syndicat alors que c'est arrivé dans un ciel clair. OK. Bien, on va écouter justement cette citation de M. Dubé qui vous a fait bondir la semaine passée. C'est le syndicat de la FMSQ qui décide du salaire ou de la rémunération de ces gens-là. Le gouvernement n'a rien à dire. Est-ce que c'est normal pour les Québécois d'attendre autant pour un médecin de famille? Est-ce que c'est normal pour un Québécois d'attendre autant pour un dermatologue? Ces fédérations-là, ils ont beaucoup d'argent. Puis ils sont capables d'engager des bons avocats, des bons représentants. Puis en langage de hockey, là, des fois, je trouve qu'ils jouent l'horloge. OK, on va décortiquer tout ça, vous et moi, Dr Oliva. Vous allez expliquer pour nos auditeurs, d'abord, là, l'enveloppe, là, elle est d'à peu près 5 milliards de dollars en rémunération pour les spécialistes, c'est bien ça? Exact. OK. Qu'est-ce qu'il veut dire, le ministre, quand il dit c'est la fédération qui décide combien d'argent est donné à quel spécialiste? Alors, il y a des éléments dans ce qu'il a dit que je ne suis pas certain de comprendre. Puis c'est pour ça que ça m'a surpris, parce qu'il n'arrête pas de dire on ne négociera pas sur la place publique. Puis il arrive avec cet élément-là alors qu'on négocie avec le Conseil du Trésor. J'ai rencontré M. Legault le mois passé. Il nous a dit, ça a été une rencontre, encore une fois, cordiale, constructive. Il nous a dit, vous négociez avec le Trésor. J'ai rencontré Mme Lebel la semaine dernière. Encore une fois, ça a été une très bonne rencontre. Puis il y a M. Dubé qui arrive avec cette notion d'enveloppe qui nous a jamais été présentée. Alors, oui, effectivement, il y a des sommes qui sont consenties aux médecins spécialistes. Après ça, la Fédération est en charge, si on veut, de distribuer ces sommes-là. Comme vous savez, la rémunération est très complexe. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas de problème de discuter à la table, mais encore une fois, je suis un petit peu étonné qu'on discute de ça alors que
C'est pas l'enjeu du réseau actuellement. Le problème, c'est qu'on manque d'accès. Puis c'est pas la rémunération médicale qui cause les problèmes d'accès. Les problèmes de l'accès, c'est que c'est mal organisé, il manque de personnel. Mais juste une seconde, OK? Oui, pour être clair, parfait. parce que c'est quand même une question qui va peut-être étonner beaucoup de gens qui nous écoutent. Les Québécois payent, évidemment, le système de santé et par la bande, évidemment, les salaires des médecins. Pas les salaires, mais la rémunération. OK? On se comprend. Ce que M. Dubé veut dire, c'est que le 5 milliards qui vous est donné à la Fédération, les différentes associations, vous décidez quel corps de métier reçoit combien. Si un ophtalmo est plus payé qu'un gériatre, c'est pas Québec qui décide ça, c'est la régie interne de la Fédération. C'est bien ça? Grosso Disons modo, qu'il là. il y a, premièrement, toutes les ententes sont signées par le ministre de la Santé. Puis, à chaque fois qu'on décide d'une méthode de répartition des sommes, le ministre de la Santé signe aussi. Il y a deux personnes qui Il peut-tu signent. s'objecter? Il pourrait s'objecter. Mais il le fait Absolument. pas. Ben, il le fait pas. Je veux dire, il avalise le consensus chez les médecins, la décision des médecins. Mais quand on négocie une entente cadre, on négocie des sommes, et puis après ça, le gouvernement peut dire, ben nous, on aimerait ça qu'il y ait, par exemple, une meilleure couverture de telle spécialité en région éloignée. Parfait. Alors, on a mis en place des plans de couverture en anesthésie, en gynécologie, en chirurgie générale, dans les régions éloignées. Ça fonctionne. Alors, quand ils arrivent avec des programmes, on les regarde ensemble et puis on dit, ben oui, ça va, ça nous convient. Donc, faut pas penser que c'est à sens unique, d'une part. D'autre part, la rémunération, vous le savez, c'est complexe. On en a déjà parlé ensemble. Il y a 12 000 codes. Est-ce que le ministre... On m'a déjà montré, justement, les ententes. Là, Oui. c'est haut comme plusieurs dictionnaires. Là. Exact. C'est peut-être un problème, ça? Ben oui, absolument. Puis moi, comme je vous dis, c'est ma première négociation, puis on s'embarque dedans. Mais le point étant que sur ces 12 000 codes d'actes, si on pouvait le simplifier beaucoup, ce serait parfait. Ceci étant dit, c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Est-ce que le ministre de la Santé va déterminer la valeur de ces actes-là? En fait, lui, ce qu'il dit, c'est... il a mis un chiffre sur la table. Il dit, on aimerait ça pouvoir contrôler à peu près 40 de la rémunération. Je ne sais pas d'où ça sort. Vous n'avez jamais entendu parler de ça à la table de négo avec le Trésor? Absolument pas. On a rencontré le Trésor. Il y a eu plusieurs séances de négociation depuis le début de l'automne. J'ai encore rencontré Mme Lebel la semaine dernière. C'est pas quelque chose qui est à la table de négociation. OK. Puis depuis que M. Dubé a fait cette sortie-là, est-ce que vous avez contacté Mme Lebel ou ses adjointes pour dire de quoi s'agit-il? Non, je vais laisser les équipes faire leur travail. Il y a encore quelques séances d'ici les fêtes. C'est des choses qu'on va préciser. Mais encore une fois, on n'est pas fermé à discuter de ces choses-là. C'est pour ça que ça me surprend que le ministre Dubé nous accuse de faire de la résistance sur ces points-là, alors qu'ils ne sont pas discutés et a priori, on n'a pas de fermeture. C'est des choses qu'on peut regarder. Moi, ça me ferait très plaisir qu'on simplifie la rémunération. Le problème aussi, c'est qu'on compare des pommes avec des oranges. Parce que dans cette rémunération, il y a des frais techniques. Alors, c'est facile de dire... C'est quoi des frais techniques? Des frais techniques, alors, quand un médecin, par exemple, travaille dans un cabinet, il doit payer le personnel, des équipements, du pied carré, des secrétaires, des réceptionnistes. Alors, quand on lui consent, par exemple, une rémunération, puis ça peut aller jusqu'à 70 %, ça veut dire que le médecin... Ça, s'il n'est pas à l'hôpital. S'il n'est pas à l'hôpital. Ouais. Alors, toute l'activité qui est en dehors des hôpitaux, puis il y en a quand même beaucoup, puis là, on parle de services publics, puis M. Dubé parlait de la radiologie, puis je ne suis pas ici pour défendre la radiologie, mais il l'a quand même cité. Alors, un radiologiste qui reçoit, par exemple, 100 $ peut payer jusqu'à 70 $ de frais techniques. Alors, c'est énorme. Ce qui va dans ses poches, autrement dit, c'est la minorité de ce qu'il reçoit. Oui, mais les radiologistes sont très bien payés. Il n'y a pas un médecin spécialiste au Québec qui est mal payé, tant mieux pour les médecins spécialistes. Mais il y a quand même des disparités entre les spécialisations. Il y a des disparités. Et depuis 2 ans, on est dans un exercice avec des experts pour regarder ces disparités. Puis c'est quelque chose qu'on va présenter à la table. Mais quand vous me dites que ça n'a pas rapport avec l'accès, c'est à moitié vrai, Dr. Oliva. C'est-à-dire que s'il y a des spécialisations qui sont beaucoup mieux payées, il y a probablement des gens qui vont se diriger vers ces spécialisations, puis les spécialisations moins payées vont avoir une sorte de pénurie de main-d'œuvre.
C'est à moitié vrai. Disons que je pense pas que la motivation première d'un étudiant en médecine qui veut faire une spécialité, c'est combien d'argent ça rapporte. Non, je pense pas que ce soit sa première motivation. Pensez que c'est jamais arrivé? Je dis pas que ça c'est jamais arrivé, mais quand vous choisissez votre métier, vous choisissez un métier que vous aimez. Un étudiant en médecine qui veut aller au bout des choses, puis après ça, qui veut se spécialiser, puis qui va faire 3 ans de fellowship pour traiter le foie gauche. Surtout là, quand il débute, c'est pas sa première préoccupation. Je dis pas que c'est pas un enjeu. Je dis juste que c'est dommage qu'on parle de ça puis qu'on fasse le débat de ça, alors qu'on nous dit qu'on a 1,5 milliard de coupures, alors qu'initialement, on disait qu'il n'y aura pas d'effet sur les patients. Puis là, on avoue du bout des lèvres qu'il va y avoir certaines coupures pour certains patients. Mais moi, j'aimerais ça savoir quels patients, qui va payer pour. Vous êtes dans le réseau. Couper 1,5 milliard dans le réseau. C'est 60 milliards, le réseau, là. Est-ce que ça peut se faire, vous pensez, sans effet sur le patient? Y a-tu du gras en dessous du muscle, par-dessus le muscle? Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Je pense pas que ça puisse se faire à court terme. Je pense qu'il y a beaucoup de cônes oranges dans le réseau de la santé. Okay? Puis je pense qu'il faut dégraisser la machine, certainement, mais je pense pas que ça se fait en quelques mois. Donc, évidemment, ça va être un des mandats de Santé Québec. Puis Santé Québec, en passant, il faut que ça fonctionne. OK? C'est pas seulement... Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Santé Québec est là pour rester. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire en sorte que ça fonctionne. Puis nous, on va tout faire pour collaborer avec eux. Peu importe qui est là, ça dépend de leurs objectifs. Puis moi, je parle souvent des 3D. Dépolitiser, décentraliser. Puis, si on veut... quand on parle de dépolitiser, il faut juste que je précise ma pensée, là. C'est de donner la marge de manœuvre aux décideurs. OK? Parce qu'actuellement, il y a souvent des commandes politiques qui influencent les décisions qu'ils prennent. Donnez-moi un exemple de commande politique. Les 2 mini-hôpitaux. Les mini-hôpitaux privés, là, qui étaient portés par Yuri Chassin. Pourquoi on décide de faire 2 mini-hôpitaux? Pourquoi on ne décide pas? Pourquoi on ne dit pas à Santé Québec, nous avons des problèmes d'accès dans telle spécialité en gériatrie. Quelle est la solution? Santé Québec pourrait arriver et dire, nous, on pense que c'est des mini-hôpitaux. Là, c'est une annonce politique, puis on dirait qu'on est pris avec. Puis les médecins, par exemple, gériatres, nous disent, on n'a absolument pas besoin de ça. Donc, ça, c'est un exemple de commande politique. En terminant, Mme Biron, vous la voyez aller depuis quelque temps. Est-ce que vous trouvez qu'elle fait du bon boulot? Est-ce qu'elle a communiqué sur les bons thèmes jusqu'à maintenant? Moi, je ne commenterai pas la façon dont elle communique parce que c'est difficile. Ouais. C'est difficile de communiquer. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une femme qui vient des milieux des affaires, qui est déterminée. Je pense qu'elle veut que ça fonctionne. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse importer une certaine culture d'entreprise dans le réseau pour qu'il soit plus efficient. D'efficacité. Encore une fois, absolument, d'efficacité, d'efficience. Quelle est la marge de manœuvre politique? Qu'elle débureaucratise et qu'elle décentralise. C'est ça mes 3D. Bien, écoutez, il va falloir ajouter à ça le T de Mme Geneviève Biron, la Top Gun, qui parle, elle, d'action transversale. Donc, des T et des D, mais ce qu'on veut, c'est que ça marche au fond. Merci beaucoup, Dr Oliva, d'être venu nous voir en studio. Dr Vincent Oliva est le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FMSQ. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a créé la surprise vendredi dernier. On sait que ses relations avec M. Trump ne sont pas excellentes. À la fin de son mandat de président, M. Trump avait M. Trudeau en aversion après qu'il ait perdu l'élection de 2020. Il a continué à faire des commentaires, disons, dérogatoires à l'égard de M. Trudeau. Et là arrive l'histoire des tarifs douaniers promis par M. Trump pour le 20 janvier prochain. Surprise vendredi soir, qui est à la table de M. Trump à son domaine de Mar-a-Lago, en Floride? Bien, Justin Trudeau lui-même, sa chef de cabinet, et aussi le ministre de la Sécurité publique du Canada, Dominique Leblanc, qui est mon prochain invité. M. Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. M. Leblanc, on va parler des enjeux dans une seconde, là, mais racontez-moi, c'est quoi un souper avec Donald Trump?
Honnêtement, M. Lagacé, j'avais rencontré M. Trump pour 10 secondes lors du G7 à Charlevoix il y a 7-8 ans, mais j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Il était fortement intéressé de ce qui se passait au Canada. Il a demandé des questions à ses futurs secrétaires, ses ministres, à propos de leurs enfants qui sont allés au collège en septembre. Il était amical, il était chaleureux avec M. Trudeau. Ils ont ri, ils ont parlé de sa campagne électorale. À un moment donné, vers la fin, c'est lui qui a commandé les desserts pour tout le monde. C'était un gâteau au chocolat. Et là, la serveuse, à un moment donné, lui a amené un iPad, puis c'est lui qui choisissait la musique sur la terrasse à Mar-a-Lago. Il y avait quand même une couple de 100 personnes qui étaient des membres du club privé qui soupaient à leur table. On était dans une table au milieu. C'est M. Trump qui gérait la musique. Il y avait des playlists de sa musique préférée. Ils ont parlé des artistes que M. Trudeau aimait, que M. Trump. C'était tout à fait amical et chaleureux. Puis est-ce que le souper était bon? Le souper était très bon. Moi, j'ai pris le pain à la viande. Ils nous ont amené un menu. C'est un club privé. Alors, la serveuse est venue. Moi, j'ai commandé une soupe au début, puis il y avait Mary Trump's Meatloaf. C'était le pain à la viande, une recette. Il nous a dit c'est la recette de sa mère. C'était très bon. Alors, moi, j'avais commandé ça. C'était très bon. OK. Ben écoutez, sur la photo, tout le monde était souriant. Cependant, il y a quand même des grands enjeux là, qui doivent se régler entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que M. Trudeau a réussi à convaincre M. Trump qu'il y avait des actions concrètes à poser à la frontière pour calmer ses inquiétudes? Moi, je pense que oui. Moi, j'espère que oui. On s'attendait pas à M. Trump. C'était juste 4 jours avant, le lundi soir. On était là le vendredi, comme vous avez dit, que M. Trump avait parlé publiquement des tarifs douaniers sur l'économie, sur le Canada et le Mexique. Alors, ça nous a permis de décrire en détail qu'est-ce qui se passe à la frontière entre le Canada et les États-Unis, les opérations conjointes avec des autorités policières américaines. On a parlé des saisies de fentanyl importants, par exemple, la GRC a fait à Vancouver il y a 2 semaines, organisé par le cartel mexicain. La GRC a tout démantelé ça. On a partagé avec lui notre inquiétude. On partage. Si lui, il dit qu'il est très inquiet par l'arrivée du fentanyl puis les produits chimiques de la Chine, qui fait ces produits-là qui font tellement de dégâts dans les villes américaines, malheureusement, on a le même contexte ici. Ça nous inquiète aussi au Canada comme aux États-Unis. Alors, la conversation, c'était qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour empêcher la Chine, par exemple, d'envoyer ces produits chimiques? Qu'est-ce que les corps policiers peuvent faire en termes de partager des renseignements? Beaucoup de ça se fait tout de suite, là, se fait depuis des décennies, en effet. Mais c'était une chance pour nous, je pense, de rassurer M. Trump. Et il avait amené 3 de ses futurs ministres, dont Howard Lutnick, qui sera le secrétaire du commerce, mais responsable du commerce étranger aussi. Alors, toute la question des tarifs douaniers, ça relève de lui. Lui est assis à ma gauche. On a parlé longuement. Lui, il nous a dit qu'est-ce qu'il souhaitait voir en termes de posture visible à la frontière. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Puis c'était une posture accrue ou augmentée en termes de services frontaliers, d'opérations policières conjointes. On a parlé dans détail des drones que le gouvernement américain allait procurer. C'est pas différent que les drones que le commissaire de la GRC nous a décrit il y a quelques semaines. Alors, c'était une façon, je pense, de les rassurer qu'on partage totalement leurs inquiétudes. Il y a beaucoup de bon travail qui est déjà en train de se faire. Et aussi, on a dressé le portrait. C'est pas la frontière avec le Mexique. Alors, en termes de menaces, en termes de volume, on comprend que ça devrait être 0 en termes de fentanyl, ça devrait être 0 au Canada. On a pu parler avec M. Trump sur notre inquiétude des fusils, par exemple, des armes à feu des États-Unis qui arrivent au Canada, qui traversent la frontière illégalement. Mais sentez-vous... C'est un conjoint, c'est une inquiétude partagée. En soupant avec Donald Trump, M. Leblanc, là, vous étiez là, je le rappelle, là, comme ministre de la Sécurité publique, avec Justin Trudeau. Est-ce qu'il comprend que des tarifs douaniers de 25 % ça va être dévastateur, d'abord et avant tout, pour les consommateurs américains?
Ben, c'est ça que M. Trudeau a fait valoir, exactement. Mais est-ce que M. Trump comprend ça? Je pense que oui. C'est quand même quelqu'un qui a eu un certain succès en affaires. Il n'est pas insensible à l'économie américaine. Il nous a parlé de sa campagne électorale, puis la pression financière que les Américains ressentissaient, que ce soit l'inflation, les taux d'intérêt. Alors, c'était une ouverture parfaite pour nous de parler de comment intégrer l'économie canadienne avec les États-Unis, puis des tarifs douaniers comme ça, exactement comme vous venez de dire, aura une pression inflationniste importante sur les consommateurs américains. Mais pour nous, l'objectif, c'était de débuter une relation amicale, cordiale, respectueuse, et que M. Trump, c'était la fin de semaine de l'Action de grâce aux États-Unis, qu'il a reçu M. Trudeau à sa résidence le vendredi soir, était quand même un geste important. Et on a des pistes à suivre avec son gouvernement dans les prochaines semaines. Alors, c'était pour nous très utile. Dernière question, puis j'aimerais une réponse simple. Si on y va avec votre gut feeling, comme on dit en Acadie, là, M. Leblanc, là, est-ce que M. Trump va instaurer des tarifs douaniers de 25 % le 20 janvier? Mon gut feeling, à Shediac, c'est comme ça qu'on le dit. On s'est posé la question, M. Trudeau et moi, hier matin, samedi matin, en revenant sur l'avion. On ne sait pas encore. Il n'y a pas de doute que la menace est très visée vers les Mexicains. On a beaucoup de travail à faire dans les 4-5 prochaines semaines. Il y a Noël entre-temps. J'espère que non, mais honnêtement, je n'ai pas un instinct encore. Si je peux descendre voir son secrétaire de commerce avant les fêtes, comme il m'a déjà texté pour dire qu'il voulait reprendre la conversation, j'aurais peut-être, si vous m'invitez de nouveau avant Noël, j'aurais un meilleur gut feeling. Comme on dit, vous avez raison, à Shediac. Merci beaucoup, M. Leblanc. Je souhaite une bonne journée. Et merci, bonne semaine à vous, M. Lagacé. Merci pour l'invitation. À la prochaine. C'était Dominique Leblanc, le ministre de la Sécurité publique du Canada. Il était vendredi avec Justin Trudeau à la table de Donald Trump. Toute l'équipe est là pour accueillir notre dernier invité de l'émission, et non le moindre. Bonjour, Michel Barrette. Bonjour. Michel, très content de te retrouver. Ta bonne humeur communicative habituelle, la Beauce te va bien, je pense. La Beauce me va très bien. La campagne. Et quand je regarde, quand j'écoute le prix des pieds à terre. On parlait de ça avec Luc Ferrandez tantôt. Oui. Là. Vive la Beauce. Mettons, Non, mais vive la Beauce, ou vive la campagne, vive la banlieue, parce que moi, je vis à 25 minutes de Québec. Ce qui fait que j'ai l'avantage d'avoir le silence. Il y a plus de... L'image que je vous ferais de mon chez-moi, c'est des enfants en vélo avec des cannes à pêche qui passent devant la maison, qui vont ruisser. C'est une belle image. Mais c'est Norman Rockwell, mais version Beauce. T'sais. Mais ça te rappelle-tu mon enfance. Le lac, oui? Oui, oui. Le Saguenay. Yeah, moi, là, je suis tellement... Non, mais tout le monde l'est, même les gens. Michel, c'est... Écoute, on va prendre une seconde, là. Dis-moi donc. Non, mais chaque fois que je dis que quelqu'un est du lac, la personne vient du Saguenay. Puis quand je dis qu'elle vient du Saguenay, c'est le contraire. Puis il y a quasiment une guerre diplomatique avec Montréal qui s'enclenche. Mais même les gens de chez moi, les gens d'Alma sont... En tout cas, le gars d'Alma, je lui ai dit non, je viens de Chicoutimi. Ils viennent en maudit. Ben non, il vient d'Alma. Parce que j'ai été élevé à Chicoutimi, c'est-à-dire enfance à Chicoutimi, adolescence à Alma. Ce qui fait qu'on se rappelle plus d'un gars d'un bar à 18 ans à Alma que d'un enfant de 4 ans dans le cour en arrière à Chicoutimi. Bon, fait que ta vie en Beauce, ça te rappelle un peu? Un peu beaucoup, oui, parce que je me souviens quand d'abord, la maison de mon grand-père où j'ai passé mon enfance, c'était excusez-moi l'expression, la butte en arrière où je montais avec ma grand-mère au bleuet, aux framboises, puis on déboulait. C'était vraiment la campagne en ville. Et à l'adolescent, très jeune, mon père, quand il a construit sa maison... il avait choisi une rue en garnotte, là, puis il avait acheté le dernier terrain au bout. Ce qui fait qu'on était en dehors du quartier. Fait qu'on était vraiment comme nulle part. Après ça s'est construit. Il y a un centre d'achat, maintenant, on est entouré. Oui. Alors, je me souviens de mon père qui me dit, regarde ce que tu vas voir par ta fenêtre, parce qu'il y avait juste un mur avec le cadre de la future fenêtre. Puis je me souviens de voir un champ avec du bois au fond. Puis d'être content. Et d'être content. Parce que pour un kid, c'est un beau terrain de jeu. Maintenant, le terrain de jeu, je me ferais tuer, je me ferais pas... Parlant de terrain de jeu, tu repars en tournée. Oui. Et la tournée s'intitule « Un mot, une histoire ». Ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à ma vie parce que
Moi, là, si vous parlez à mon voisin, il va dire, j'en peux plus. Mon voisin, il sort pas de la maison en même temps que moi parce que je suis pas capable de... Bon, j'arrête... Les gens, ils pensent que c'est une formule de style, mais c'est une figure de style, mais c'est... J'arrête les gens d'un centre d'achat. Moi, je dis, hey, madame, faut que je compte à l'affaire. Tantôt, il me regarde, il cherche les caméras. Pourquoi il parle? Parce que j'ai besoin... Mais si on... Mettons, on serait en train de manger là, au restaurant. Quelqu'un va dire bin, hey, ça me rappelle une affaire. Mais d'aller, je suis allé à Paris, blablabla. Je suis pas capable, c'est une maladie. Ce qui fait que, heureusement que je fais ce métier-là, sinon je serais le radoteux du village. On m'enfermerait sûrement. Alors, un mot, une histoire, parce que pour moi, un mot m'amène à raconter quelque chose. J'ai toujours fini par en faire des shows. C'est-à-dire que quand on s'assoyait avec principalement Dominique Sillon et Louis-Philippe Rivard, Pierre-François Legendre avait dit faire la mise en scène de Michel Barrette, c'est d'abord devenir un psy. C'est de prendre des marches où il nous explique sa vie, puis il faut que je te raconte une affaire. Il ne sait pas vraiment faire de la mise en scène, c'est d'être une oreille, écouter ses niaiseries, puis après ça, prendre tout ça et en faire un show. Ça, c'est un show conventionnel qui commence là, qui finit là, avec un punch à la fin de chaque affaire, puis un meilleur punch à la fin. Mais dans la vie, moi, j'arrive pas qu'un texte. Dans la vie, je raconte. Alors, l'idée d'un mot, une histoire, ça me vient d'abord de Gilles Vigneault, il y a 40 ans, à l'Université de Montréal, qui était seul sur scène, assis sur une chaise. Les étudiants de l'université lui posaient des questions. « Ah, il faut savoir qu'en Natashquan, les femmes étaient rares. Il fallait prendre le canot. Aller... » Je trouvais ça magnifique. Il n'y avait aucune idée de ce qu'on allait lui poser comme question. Puis c'était bon. Et c'était bon. Mais c'était bon parce que c'était intéressant, parfois drôle, parfois touchant. Je trouvais ça merveilleux. Et toute ma vie, je me suis dit, il faudrait bien que j'en vienne à ça. C'est-à-dire que, oui, monter sur scène soir après soir, radoter la même affaire, c'est efficace. Les gens sortent de mon digérie. Mais cette formule-là, un mot, une histoire, où l'invité, homme ou femme, une personnalité connue, me pose des questions que je ne connais pas, m'amène ailleurs. Mais ça, c'est intriguant parce que chaque soir, tu es avec une personnalité différente. Tu l'as fait avec Alexandre Barrette, avec Mike Ward. Quand la tournée va reprendre 24 janvier à Sainte-Marie-de-Beauce, avec Michel Charette, après ça, Rémi-Pierre Paquin, Marie-Ève Janvier, Bianca Gervais, Gildor, avec Gildor Roy. Mon Dieu, ça va être le fun. Ça va être le fun, mais en même temps, c'est un défi pour moi parce que comme j'ai travaillé avec lui pendant 8 ans à sur kilomètre-heure, qu'est-ce que Gildor ne sait pas de moi? Parce que je veux pas non plus... tu sais, j'aurais pas pu avoir France Castel, mettons, comme sur la chaise à côté. Avec qui t'as animé à Radio-Canada. 1075 fois 1h30. J'ai l'impression qu'elle me connaît tellement. Je veux pas qu'on m'amène... Genre, hey, raconte-moi donc la fois... C'est parce que les autres connaissent la fois que... Moi, je veux vraiment surprendre les gens, surprendre l'invité et me surprendre moi-même. Mais c'est un spectacle qu'on peut voir plusieurs fois, puis ça sera pas le même. Exactement, parce que les personnes vont être différentes. Et un spectacle dans lequel je suis pas obligé d'être drôle à tout prix. Oui, c'est un spectacle d'humour, mais parce que j'ai tendance, en tant qu'humoriste, à tourner les choses quand même à l'humour. Mais parfois, les questions m'amènent... Tu sais, Marie-Claude Barrette m'a fait pleurer parce que sa question m'a amené dans une zone où je pensais pas aller. Mais je peux y aller. Et parce que comme j'explique au début du show qu'est-ce que c'est et que je ne sais pas où je m'en vais avec ça, bien sûr, je vais récupérer... C'est pas un plat où on va s'ouvrir les veines à la fin du show, là. Oui. Mais je me permets de parler de n'importe quoi. Ça dépend de la question. Tu sais, j'ai eu des questions de Christian Bégin, genre, qui m'a demandé crois-tu en Dieu? Ou de Louis-Philippe Dion qui m'a dit es-tu un bon père? OK. Puis ça a été quoi ta réponse d'abord à crois-tu en Dieu? À crois-tu en Dieu, j'ai dit que je n'étais pas très croyant, et même pas du tout, mais qu'il y avait une tradition qu'on a encore beaucoup. C'est-à-dire que j'aime encore le lieu qu'on appelle l'Église. J'aime encore le temps de Noël. Pour moi, c'est d'abord une nostalgie de mon grand-père qui chante Minuit chrétien et tout ça, le rassemblement, tu sais, le jour de l'an, la guignolée, Noël. Alors, j'ai beaucoup de respect pour tout ça, mais sans la religion qui va avec. Puis es-tu un bon père? Es-tu un bon père? Comment on peut être un bon... D'abord, pour être un bon père, il faudrait que je sois un bon être humain ou... je suis pas un méchant garçon, mais je suis aussi imparfait comme père que je peux être comme être humain. Je peux être bien fin, puis des fois, mes fils diraient, tu peux être bien fin, puis tu peux être bien chiant. Alors, mais je pense... D'ailleurs, j'ai déjà raconté ça sur scène, où j'essaie juste d'être le meilleur père possible. Tu sais. Et c'est pas toujours facile. Et je souhaite simplement j'ai 4 garçons, qu'eux aussi soient les meilleurs pères possibles. Tu sais, on peut pas être parfait. C'est demander est-ce que tu es un bon père, c'est comme un peu demander est-ce que tu es un bel être humain. Je pense que je suis pas pire. Tu sais. Alors, seulement si je suis un bon père, je pense que je suis pas pire. Si être un bon père, c'est aimer ses enfants, maudit que je suis un bon père.
Mais juste écouter dire ça, raconter ça, ça donne vraiment envie de voir ton show. Merci. C'est un show d'humour atypique, puis je pense que c'est pas juste de l'humour, dans le fond. Non. Puis les gens me disent après le show souvent, d'abord, on a ri, maudit, c'était drôle, parce que la seule chose que je fais à tous les soirs, c'est un numéro. Il y a un numéro à la fin qui est toujours le même, parce que je veux que les gens sortent en riant. Pour éviter qu'après 1h30 et un peu plus parfois, que le numéro, la dernière conversation soit un peu plus touchante. Je veux pas que les gens sortent en disant « Ah, wow, c'était lourd. » C'est lourd. Alors, s'ils sortent en riant, on dit que c'était drôle, mais le bout, il a parlé de je sais pas quoi, c'était touchant. Les gens me disent « On vous connaît pas, M. Barrette. On savait, bon, les chars, les histoires, mais on vous connaissait pas. » Et ça, c'est un beau compliment, parce que j'ai dit que vous ayez de l'affection pour moi sans me connaître pendant toutes ces années-là. Je trouve ça formidable. Mais si vous m'aimez plus encore, parce que là, vous dites « Ah, je comprends qui il est vraiment », c'est formidable. Et Michel, c'est bientôt le temps des fêtes. Et tu sais que le temps des fêtes au Québec, il y a une chanson qui a marqué tous les Québécois. Ça, j'en peux. Moi, là, je dois être le seul Québécois qui n'en peut plus. Ça joue, ça arrête plus. Le temps d'une dinde. Je vous compte quelque chose avant qu'on l'entende? Oui. OK, le temps d'une dinde. Moi, maintenant, je suis en Charlevoix avec ma femme dans sa famille, en Charlevoix. Et l'animateur de radio locale, il dit « Arrêtez de m'appeler à la station pour le temps d'une dinde, je vais vous le mettre à toutes les demi-heures. 7 heures le temps d'une dinde, 7h30, 8h, 8h30. Et c'était le jour de l'an. Et pour le passage à la nouvelle année, à minuit, le temps d'une dinde. Je suis en Jamaïque, dans un taxi. Le chauffeur jamaïcain, il a une tuque sur la tête. Il me demande si je suis américain. Non, québécois. Québécois. Il sort une cassette. Non. Je vous jure.